Bonjour, ça fait un moment que j'ai pas tourné dans mon salon, je sais pas pourquoi, la vie a fait que, enfin si je sais pourquoi, j'étais débordée, mais j'avais très envie de revenir sur YouTube parce que j'avais un peu de mal avec mon planning, donc là je vais essayer de tourner plusieurs vidéos pour en avoir quelques-unes d'avance parce que c'est les partiels dans mon master de psycho, donc j'ai envie d'être un petit peu à l'aise avec tout ça. Donc là je vais passer 2 jours à filmer et monter pour pouvoir vous proposer du contenu, même si en réalité je ne suis pas réellement disponible en décembre. Petit aparté, vous allez peut-être voir un pansement qui va déborder ici. Je me suis fait opérer aujourd'hui, ça va faire 4-5 jours, un truc comme ça. J'ai fait une réduction mammaire, je suis très heureuse de ma décision. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet parce que je pense que ça peut intéresser des gens pour raconter mon expérience et tout. Donc si tu as des questions autour de la réduction mammaire, de la douleur, du prix, je sais pas, de pourquoi je l'ai fait, de mes raisons et tout, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce qu'il y a peut-être des questions que je vais oublier et ça pourrait être pertinent pour la vidéo que je vais tourner sur le sujet. En tout cas, aujourd'hui, on vient pas pour parler de boobs, on vient pas pour parler de partiel, on vient pour parler de lecture. Ça fait longtemps que j'ai des revues lecture à faire et que je procrastine parce que je suis pas organisée en ce moment et je suis fort navrée pour ça. Donc là, il va y avoir beaucoup de lectures et beaucoup de lectures différentes. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai lu en cette fin d'année et ce que j'ai aimé et pas aimé. Pour commencer, j'ai lu S'affranchir de la notion de handicap. En fait, ce bouquin était dans la bibliothèque de la psychologue chez qui j'étais en stage en début d'année, qui est foncièrement lacanienne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'a fait Lacan. Moi, c'est pas du tout un courant qui me parle et qui m'inspire pour mon futur travail. Clairement pas. Et du coup, je me suis dit, je vais lire certains des textes qu'il y a dans sa bibliothèque par curiosité personnelle pour savoir ce qui lui parle à cette professionnelle, etc. Et donc, il y avait ce bouquin qui était S'affranchir de la notion de handicap que je trouvais assez intéressante parce qu'elle parlait beaucoup d'architecture. Donc c'était vraiment un texte porté sur comment faire en sorte que les institutions, que les lieux publics soient majoritairement adaptés aux personnes en situation de handicap, ce qui était somme toute assez intéressant. Mais au niveau des formulations, c'était quand même assez particulier. C'était un peu boomer, en fait, je trouve, malgré les réflexions intéressantes qu'il y avait. Il y avait aussi, au final, pas mal d'andiphobie et de psychophobie dans ce texte, donc c'était assez particulier. La question, c'était vraiment de faire en sorte que les personnes en situation de handicap, déjà c'est la formulation qu'il emploie dans tout le texte, enfin qu'ils emploient dans tout le texte, personnes en situation de handicap. Donc moi, je sais pas si c'est la meilleure des formulations. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que handicapé n'était pas un gros mot et du coup, situation de handicap, ça fait mettre des jolies phrases sur quelque chose. Enfin, tu vois, c'est un peu bon. Est-ce que c'est pertinent? Moi, je sais pas, j'ai pas d'avis sur la question. Parce que comme je suis pas concernée, là, j'avoue, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment une question de s'affranchir de tout ça, de faire en sorte qu'on ait une société où il ne soit plus question d'avoir un handicap et que toutes les infrastructures soient adaptées. Et ce qui était pas impertinent, pas pertinent en gros. Mais je sais pas, il y avait une vibe où fallait quand même faire disparaître l'handicapé, fallait plus en parler en fait, et ça devenait tabou. Alors oui, en fait, tu peux faire des infrastructures adaptées à tous, si tu y arrives, si tu trouves le format qui fonctionne, mais même lui, tu vois, il exposait les limites, il disait que oui, peut-être que les infrastructures sont ouvertes au plus grand nombre, mais il y aura toujours des personnes à qui ça correspondra pas. Après, je pense que c'est un peu fataliste dans l'idée, ça peut être bien de faire en sorte que les infrastructures soient le plus adaptées aux personnes handicapées, neuro-A, etc. Mais en effet, il y aura toujours des personnes à qui ça ne correspondra pas. Du coup, il y avait toute la notion de fatalisme, en fait, à l'idée de trouver une solution universelle. Donc voilà, c'était un peu mi-figue, mi-raisin, et puis vraiment, ouais, très... on n'y arrivera pas, tu vois. Et en même temps, ce serait bien qu'on arrête de parler des handicaps. Alors qu'en fait, c'est pas parce qu'une infrastructure est hyper adaptée à tout le monde que c'est un gros mot de parler des gens, en fait. Enfin, du coup, tu vois, il y avait un espèce de... Je sais pas, j'ai pas été 100% convaincue par cette lecture. Ensuite, j'ai lu Assommons les poètes, que j'ai acheté à la librairie La Nuit des Temps à Rennes, qui a toujours une super sélection. Et voilà, c'était de la poésie, c'était pas mauvais, mais j'ai pas été transcendée. Parce qu'en fait, ça parle, c'était de la poésie surtout sur le monde de l'écriture, des écrivains, des écrivaines, etc. Et en fait, je crois que j'en ai un peu marre de lire de la littérature où ça parle d'écrivains. Je sais pas si je me fais comprendre. En fait, je trouve qu'il y a énormément de romans, par exemple, où le personnage principal écrit ou est écrivain. Et du coup, j'aimerais bien voir d'autres corps de métier dans les textes. Enfin, on voit vraiment que les autoristes sont inspirés par leur quotidien, ce qui est tout à fait normal.
et qu'ils ont envie d'en parler et besoin d'en parler. Et moi, c'est vrai que ça me parle assez peu. Et du coup, tout plein de poèmes sur ça, ça me parlait pas trop. Et il y avait beaucoup de sujets sur lesquels l'autrice, si je me trompe pas, s'est penchée. Par exemple, la CAF, par exemple, Jacques Kerouac, par exemple, Alice au pays des merveilles, tu vois. Et du coup, bah c'est pareil, je trouve que c'est des sujets qui sont énormément traités. Jacques Kerouac, voilà, trouve un autre mec, tu vois, genre j'avais envie presque qu'on s'intéresse à un autre mec qui écrit sur le voyage. Alice au pays des merveilles, c'est pareil, il y a énormément de réécriture et tout, et je pense que c'est pas ce que j'avais envie de lire. Et en fait, c'était pas mauvais du tout, mais je pense que ça répondait pas aux attentes que j'avais en achetant ce livre. Ou je sais pas, je pensais que ça allait parler beaucoup plus de poètes, donc un peu d'écrivains quand même, on va pas se mentir du coup, mais pas autant du monde de l'écriture, de la panne d'écriture, de qu'est-ce que c'est qu'écrire et tout, et en fait je crois que j'avais pas envie de lire sur ça. Gotham! Dans la même librairie, donc La Nuit des Temps, toujours à Rennes, j'ai acheté Le Serpent des Blés, aussi aux éditions Zulma, que j'aime beaucoup. C'est un roman très court et c'est ce qui me plaît en ce moment, c'est de lire des formes courtes parce que j'ai beaucoup de mal à tenir sur le long terme dans mes lectures, donc je cherche des romans courts. Et pour tout vous dire, j'ai un peu oublié ce qui s'y passe. Je sais que c'est l'histoire d'une maman, de sa fille et d'un homme avec une pseudo-romance. Et je sais pas, il y a un truc sur lequel j'ai pas accroché, je pense. J'aimais pas le personnage de l'homme en fait. Je le trouvais hyper dérangeant, hyper cringe. Je sais pas si on peut dire cringe, mais en tout cas, il me rendait cringe. Je sais plus comment on le dit. Bref, c'est cringe. Et je sais pas, j'étais hyper mal à l'aise à chaque fois qu'il y avait beaucoup de dialogue dans ce texte. Et, euh, et à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, en gros, j'étais, mais what, gars? Genre, sérieux? Tu sais, il avait un comportement un peu bizarre avec la fille, la petite fille, et il avait un comportement nul avec la femme, et je me demandais pourquoi elle était en crush sur lui. Enfin, du coup, c'était très bien écrit, il y avait énormément de poésie dans les descriptions, ça c'était super beau, et j'ai pas eu de problème à le lire du tout. Mais au niveau de l'histoire, à la fin, j'étais un peu en mode, ok, pourquoi pas? Mais pas convaincue du tout. Si vous avez lu ces textes-là, n'hésitez pas à m'en faire des retours parce que peut-être je suis passée à côté de quelque chose parce que je l'ai lu dans des mauvaises conditions ou j'étais pas prédisposée à être ouverte à ce texte et tout. C'est fort possible. Et peut-être que je serais amenée à le relire parce que je me dirais merde, je suis passée à côté de quelque chose. Mais pour l'instant, en tout cas, il me reste assez. Tu vois, je suis un peu buff. Globalement, c'est quand même une vidéo où je suis pas sûre. J'ai pas été emballée par beaucoup de lectures ces derniers temps. Donc c'est plutôt quand même très pif-pouf. Et on va en parler de pourquoi c'est un peu pif-pouf. Alors, si je me trompe pas, j'ai encore 3 livres dont je dois te parler. Putain. Ah, j'ai mal. En vrai, ça fait pas si mal, mais un peu mal. Donc, j'ai reçu 2 services presse. Mes amis... Non, nos... Merde. Mes pires voisins, mais... Oh, bah alors, mes voisins, mon amant et moi. Mes drôles de voisins, mon amant et moi. Des éditions Plume de Marmotte, je crois. Voilà, tout est flou dans ce que je vous raconte. Bref, j'ai reçu ce roman de Noël, qualifié de cozy mystery, un peu romance, un peu tout ça. Bon, pour celles qui ne savent pas, Noël est une période très compliquée pour moi parce que des deuils, parce que des agressions, donc des anniversaires d'agression, si on peut le formuler comme ça, et donc une période avec énormément de cauchemars, et aussi tous mes troubles post-trauma qui ressortent, je sursaute plus, je mange moins, je mange plus, je mange pas comme il faut, clairement, j'ai peur, je tremble, des douleurs, voilà, bref, la période de Noël, c'est ça. Sauf que moi, j'adore ma famille, j'adore les 5 pélus qui vivent avec moi, et du coup, j'aimerais adorer Noël avec eux. Et c'est très compliqué, et depuis quelques années, ça s'est un petit peu débloqué. Disons que les décos de Noël dans la rue, les marchés de Noël, les films de Noël, qui étaient des choses que je fuyais énormément, sont devenues des choses qui me réconfortent un peu, malgré les symptômes post-trauma que je me paye. Donc forcément, quand on m'a proposé un roman sur Noël, je me suis dit, bah banco, ça ne peut que me faire du bien. Et en effet, malgré que j'ai pas tant kiffé cette lecture, je me suis rendu compte que j'avais envie de lire plus de livres de Noël. Donc d'ailleurs, si vous avez des livres de Noël, queer, memes, pas problématique pour un pet, je prends parce que je crois que j'en veux, tu vois. Et donc, pour vous parler de ce roman, donc c'est l'histoire d'un Gus et de sa femme. Et ce Gus trompe sa femme. Voilà, donc assez classique comme plot twist de groupe. Enfin, tu vois, c'est vraiment un livre blanc hétérosexuel cis, classique, très binaire, avec des relations exclusives et tout. Et c'est vrai que moi, en 2023, au bout d'un moment, je comprends pas les gens qui trompent parce que, bah, quitte la personne, franchement, ou
trouve une personne avec qui tu peux être en relation libre ou polia, parce que c'est bon en fait, au bout d'un moment les discours ont évolué sur ça, et si vraiment tu tombes amoureux de plusieurs personnes et que tu es comme ça, pourquoi te mettre dans une relation exclusive? Enfin, t'as le droit d'être polia et de te mettre en relation exclusive, mais pourquoi le faire si c'est pour tromper la personne et rompre l'accord tacite que vous avez admis entre vous? Enfin, voilà, ça me questionne, je comprends pas, et je suis pas du tout tolérante sur la question de la tromperie, parce que pour moi, je vois pas à quel moment tu construis pas une vie qui est plus épanouissante. Enfin, j'entends l'accident de parcours, hein, mais quand tu trompes de manière compulsive, non-stop, change de vie. Enfin, vraiment, mets-toi dans une relation libre ou polia, parce qu'il a l'air d'être amoureux des femmes en question. Donc bref, sujet passé, c'est donc une histoire full histoire de Noël, donc un mec qui trompe sa femme, quelqu'un qui disparaît, et toute l'histoire se passe dans un immeuble, donc on a également les voisins qui se mêlent pas de leur cul, qui vont se mêler de l'histoire, et donc on a un des protagonistes qui disparaît, et dans l'idée, tout le monde aurait pu tuer cette personne. Donc ça, c'est un peu le plot de base. Et c'est vrai que bon, même si c'est très binaire, très tout ça, je me suis dit pourquoi pas, je me suis laissée embarquer et je l'ai lu assez vite, on va pas se mentir. Par contre, il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont posé problème, c'est-à-dire que déjà, il y a énormément de classisme. Il y a un des voisins qui est... il a le cœur sur la main, tu vois, parce qu'il recueille des SDF. Et en même temps, le SDF qu'il a recueilli sera la première personne à être soupçonnée de la disparition de là ou du protagoniste en question. Donc je trouve ça quand même très limite. Aussi, il y a énormément de discours sur... comment le formuler? En gros, à chaque fois que quelqu'un sous-entend qu'il aurait pu tuer cette personne, il est très facilement nommé le coup de folie, tu vois, entre guillemets. Alors qu'on sait, c'est bon, voilà, que les gens, ils tuent pas sur un coup de folie. C'est-à-dire que les gens, soit ont des prédispositions d'une vie bien merdique, soit c'est validé par quelque chose de systémique et sociétal, comme par exemple avec une société patriarcale qui valide et légitime les féminicides. Voilà, donc ce n'est pas un coup de folie, soit c'est un problème de société, soit c'est un problème personnel, mais c'est pas genre Jean-Michel est très heureux dans sa vie et d'un seul coup, il va essayer de tuer Jean-Michel qui lui a jamais créé de problème. La vie, c'est pas ça. Mais bon, on part du principe que c'est un film de Noël, donc le scénario, on s'y attarde pas trop. Mais par contre, au niveau du classisme et du sexisme, ça m'a un peu, beaucoup dérangé au niveau des formulations. Et bien évidemment, de la psychophobie également normalisée. Même au niveau de la personne sans domicile fixe, tu vois, il y a tout un truc de... il est devenu sans domicile fixe parce qu'il avait plus envie de se battre. Genre, c'est un choix, tu vois, presque. Enfin, des trucs un peu maladroits quand même... en 2023 par exemple aussi pareil le meurtre, ils ont parlé d'un élan de démence, tu vois, c'est des mots hyper forts pour les personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives. Voilà, elles n'ont pas forcément envie d'entendre que ce sont des potentiels tueurs alors que non en fait. Et au niveau des sexismes aussi, il y a eu des trucs un peu bizarres, genre en mode il y a une meuf qui a une jolie montre et du coup c'est sous-entendu que c'est forcément son mec qui lui a offert, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où on souffle quoi. Mais à côté de ça, je vais pas faire l'hypocrite. Lire un truc sur Noël, ça m'a fait du bien. Et du coup, ça m'a quand même fait un peu de bien d'avoir la chaleur de Noël, de parler de marron chaud et de machin. Enfin voilà, mais bon, c'est peut-être pas une lecture que je recommande. Je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent être beaucoup mieux. Voilà. Ce qui est très dur à dire, hein, parce que je l'ai reçu en service presse. Et en même temps, c'est compliqué de continuer parce que j'ai le droit de pas aimer les personnages ni certains points de la lecture. Et c'est pour ça que je vous en parle et que j'ai pas envie de, encore une fois, pas faire de revue. Et puis parce qu'en fait, j'ai pas arrêté de le lire non plus, j'ai continué malgré ce qui me dérangeait. Donc voilà, je vais chercher d'autres lectures de Noël à vous recommander. Aussi, j'ai reçu en service presse également Le Dernier Né de Noémie Bourgois. J'avais déjà lu le registre il y a peu, je vous en avais déjà parlé. Donc j'avais bien aimé le registre, il y avait des choses que j'aimais moins, des choses que j'aimais plus, mais globalement j'avais bien aimé cette lecture. Et entre les deux, donc je crois que je préfère toujours le registre, mais j'ai beaucoup aimé... attendez, je vous ai bougé un peu là. Mais j'ai beaucoup aimé Le Dernier Né. Pour les personnes qui n'ont pas suivi mes dernières vidéos, j'en ai un peu parlé. Je suis une personne qui a des problématiques biologiques et génétiques qui feront que j'aurai sans doute de très grosses difficultés à avoir des enfants. C'est-à-dire que j'ai 2 gènes en X où une petite patte est inversée avec une autre petite patte. Ce qui fait que les femmes de ma famille qui ont cette problématique génétique ont de grosses difficultés à mener à terme leur grossesse. Et dans ma vie, je suis pas sûre d'avoir envie d'enchaîner 15 grossesses pour espérer d'avoir un enfant. Bon, déjà, j'ai pas envie d'avoir un enfant, mais imaginons ça change, je pense que je me tournerai vers l'adoption. Et Le Dernier Né,
Ça parle un peu de thématiques, alors ça parle pas du tout de ma situation, mais ça parle de thématiques autour de ça. Ça parle d'avortement, ça parle de mère porteuse, ça parle d'adoption, ça parle de stérilité forcée. Donc voilà, c'est un univers dystopique qui n'existe pas mais qui pourrait être réaliste. Donc c'est quand même toujours un peu perturbant de le lire et en même temps, moi, ça m'a fait du bien de lire sur quelque chose avec des termes qui me parlent. Donc voilà, merci à elle de m'avoir envoyé ce service presse. Globalement, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'action que dans le registre, donc j'ai été vachement prise par le livre, j'avais envie de savoir la fin, je l'ai lu très très vite, tu vois, en 2 jours je l'avais fini, etc. Par contre, au niveau de l'affect pour les personnages, j'ai été beaucoup plus touchée par le personnage principal du registre, je pense notamment à cause du plot twist du milieu du bouquin, mais le dernier né, j'ai quand même été vachement prise dedans. Ça peut faire penser à La Servante écarlate, si vous l'avez lu, ça peut vous donner envie de lire le dernier né. Ou si vous n'avez pas envie de lire quelque chose de très violent comme La Servante écarlate, en fait, le dernier né traite de thématiques similaires, mais t'as pas de scènes gratuites de violence décrites, enfin, de viol vraiment hyper détaillés et tout, enfin des trucs hyper gênants. Mais bon, ça parle quand même d'eugénisme, donc ça peut être très dur à lire pour certaines personnes. D'ailleurs, je mets un gros trigger warning sur évidemment le sexisme, les violences sexistes et sexuelles, le racisme et l'homophobie également. Donc il y a des couples lesbiens qui sont hyper maltraités par les autres personnages, ce qui est dénoncé par l'autrice, c'est pas l'autrice qui est homophobe, c'est bien ces personnages qui le sont et qu'elle dénonce. Et également, il y a un gros trigger warning au niveau du racisme parce que dans cette sélection qui est faite des nouveau-nés, etc., dans ce roman, il y a des personnes blanches qui cherchent à adopter des bébés racisés en quête d'exotisme, etc. C'est bien dénoncé par l'autrice également. Mais du coup, voilà, si c'est des problématiques qui vous concernent, ça peut être lourd et difficile à lire comme roman. Par contre, voilà, si vous voulez lire sur le sujet, je vous le conseille vraiment parce que c'est une dystopie qui est facile à lire. La plume de Noémie Bourgois est vraiment très agréable. Les thématiques sont dures, mais en même temps, t'as pas la gerbe en le lisant et c'est assez plaisant parce que c'est vrai qu'il y a des romans qui sont hyper détaillés et des fois, à lire, c'est compliqué, quoi. Là, c'est pas le cas. Il y a quand même des scènes dures, mais je trouve qu'il est plus facile à lire que d'autres. Donc pour ça, je suis très contente de l'avoir reçu en service presse. Et si vous avez lu les deux aussi, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez entre le registre et le dernier né et pourquoi. Ça m'intrigue beaucoup. En dernier livre que j'ai terminé, j'ai lu celui-ci de Sartre. Alors il y a 2 de ces textes dedans, il y a Huis clos et Les mouches. Et alors j'ai adoré un, j'ai détesté l'autre. Huis clos, en fait, c'est 3 personnes qui se retrouvent en enfer, un peu comme sur le dessin, là. Et du coup, ils vont être coincés dans cette pièce de manière infinie. Et en fait, chaque fois, si vous voulez, c'est un peu... ça tourne, si vous voulez. En gros, il y a cette personne qui va pourrir la vie de elle. Après, c'est elle qui va pourrir la vie de elle. Et elle qui va pourrir la vie de elle. Enfin, bref, il y a toutes les interactions possibles et les liens qui se créent. Et tout le monde est, au final, l'ennemi de quelqu'un, le diable de quelqu'un, entre guillemets. Et c'est hyper bien écrit. C'est drôle, c'est intéressant, c'est touchant. De voir les relations interpersonnelles, c'est hyper bien fait, c'est hyper fluide. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce texte. Après, ça se présente sous forme de théâtre un peu, donc faut aimer ce format. Mais je sais pas, je l'ai trouvé incroyable ce texte de gens qui débarquent là, qui savent pas qu'ils sont en enfer ou ailleurs d'ailleurs, parce que c'est pas nommé, je crois. Mais dans ce lieu après mort qui est leur lieu après mort. Et ils vont être coincés là tous les 3 et ça va être quelque chose d'infernal pour eux. Donc je trouve ça hyper intéressant à lire. Ça fait très classique comme écriture, mais je l'ai trouvé très fine, très juste, très drôle, très... Vraiment, plein d'émotions, très bien écrites. Les mouches, par contre, je crois que je ne l'ai même pas terminé. C'est plein de psychophobie, de putophobie, d'agisme, beaucoup de trucs discriminants, un peu nuls. Et du coup, vraiment, j'ai pas accroché au personnage. J'ai trouvé ça bizarrement mal écrit. C'est toujours pareil, c'est sous forme de théâtre, de dialogue, etc. et de courtes descriptions. Et j'ai pas aimé en fait les dialogues. Ça se passe dans une espèce d'antiquité réécrite avec Électre, Oreste et qui d'autre, Jupiter, tu vois, enfin des personnalités un peu connues. Et du coup, je crois que c'est ça qui m'a sorti aussi du récit, avec la foule, tu vois, qui juge des gens. Enfin, c'est hyper cliché. Et vraiment, je sais pas, j'ai pas accroché. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de systèmes oppressifs répétés dans ce texte. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu naze, du coup, en comparaison à Huis clos que j'ai lu au début et que j'ai dévoré. Un peu déçu, un peu nul. Et en parlant de textes que je n'ai pas réussi à terminer, j'ai acheté Solénoïde, qui est un roman de Mircea, j'ai perdu le nom de famille,
que j'ai acheté à Le Fayet à Rennes. C'est l'histoire d'un instituteur qui vit... d'un instituteur communiste qui vit dans un milieu plutôt ouvrier, dans une ville ouvrière en Roumanie. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que la Roumanie, c'est un pays où je suis allée plusieurs fois pour du tourisme. Et l'idée de connaître les villes dans lesquelles se situe l'action, ça me permet de créer un univers imaginaire en lisant ce roman qui est différent de ce que je lis d'habitude. Donc j'étais très contente de lire ce texte. C'était très gris, très sur la mélancolie. Des fois, le personnage, il avait des hallucinations très étranges, tu vois. Enfin, que tu n'arrives pas forcément à nommer. Moi, c'est vraiment des livres que j'aime lire, tu vois, vraiment, ça me plaît. Ah non, faut que je change la batterie. Et du coup, c'est un livre que j'avais vraiment envie d'aimer parce que c'est tout ce que j'aime, lire sur le spleen, machin, tout ça. Bon, après, déjà, Mircea, je croyais que c'était une femme qui écrivait le roman et en fait, c'est un prénom d'homme, donc déjà, je me suis plantée. Parce que j'ai de plus en plus envie de lire des romans de femmes parce que c'est pas ce qu'on lit le plus à l'école ou dans la littérature classique, etc. Et donc, en fait, bon, bah, au final, c'est un énième récit d'un homme qui écrit sur la mélancolie. Et en effet, je trouve qu'il y a énormément d'auteurs masculins, cis, qui écrivent sur « Oh mon Dieu, la vie est dure ». Et en même temps, moi, j'aime énormément lire sur la dépression, sur les syndromes post-traumatiques, etc. Ça me parle énormément d'être dans l'introspection tellement forte, tu vois, que t'es avec le personnage. Et là, c'était exactement ça. Puis le bouquin fait 700 pages. Enfin, je me suis dit, ouais, trop bien, tu vois. Et j'ai dû arrêter ma lecture au final parce qu'il y a des choses qui me dérangeaient énormément. Je vais vous lire des extraits, j'ai photographié certaines pages pour ne pas oublier. Par exemple, page 144, il décrit une petite fille. Donc voilà, il décrit cette petite fille. Et en fait, moi, j'ai cru pendant un bon moment que c'était une jeune femme parce qu'il parlait de ses hanches de vierge, il parlait de ses seins pointus, etc. Enfin bref, il parlait énormément de la sexualisation de son corps. Et à la fin de la phrase, il y avait genre, elle devait donc avoir 11 ou 12 ans. Et j'étais genre, ok, donc toi pour décrire une enfant-fille, il faut que tu passes par l'hypersexualisation de son corps, c'est hyper cringe, sachant qu'il avait déjà décrit des hommes et il n'était pas du tout passé par ce truc-là, donc c'est pas un style d'écriture, hein, c'est bel et bien une reproduction sexiste, voilà, de la société, c'est un plaisir de chaque instant. Et pourtant, ça m'intéressait parce que tu vois, il y a des thématiques comme l'accompagnement des malades qui est hyper bien traité, sur le fait que c'est hyper compliqué d'être accompagné. Il y a une institutrice qui se fait harceler au travail par ses collègues, donc c'est assez intéressant, même si on en a marre, on a un peu envie que les femmes soient sorores entre elles dans la fiction, hein, parce que c'est ça la vraie vie normalement. Et donc il y a quand même de la psychophobie, je me rappelle plus ce que j'avais pris comme phrase. Non, j'avais pris en photo le truc sur la jeune fille. Les seins à peine bourgeonnants, les hanches étroites et les cuisses virginales montraient qu'elle devait avoir 11 ou 12 ans. Je sais pas, moi ça me... Voilà, il y a des phrases hyper psychophobes comme celle-là que j'ai notée. Combien de fois me suis-je pas demandé si Victor n'était pas un enfant imaginaire, né de je ne sais quel besoin profond de maman, comme chez ces hystériques mimant une grossesse inexistante, et qui éprouvent pourtant les douleurs de l'enfantement de manière aussi déchirante que dans la réalité. Bon, laisse les femmes tranquilles, déjà, hein, garçon. Parce qu'il y a beaucoup de passages sur le fait qu'il a perdu son frère jumeau plus jeune et que personne ne lui a dit, et qu'il a des souvenirs un peu... fluctuant sur la question, donc c'était hyper intéressant, ça me gaffe qu'il ait écrit autre truc aussi mal. Donc j'ai continué après l'histoire de la jeune fille en me disant bon, peut-être que c'est la seule phrase hyper problématique du livre et je le dirais dans mes revues et je le noterais comme un livre de merde quand même. Et en fait après il a une amante et tout est horrible au niveau des scènes de sexe, ça me dégoûte, tu vois. Et genre à un moment donné du coup il décrit un acte sexuel avec cette femme et en fait quand elle a l'orgasme clairement il écrit qu'elle s'abandonne. Enfin, tu vois, comme dans certaines formulations, genre en mode elle s'abandonne à notre, je sais pas, à notre relation charnelle ou j'en sais rien. Bah là, c'était elle s'abandonne à elle s'abandonne à mon agression. Et là, moi, au niveau de mes triggers, là, c'était trop. Je me suis dit, putain, ouais. Enfin, déjà, avec l'enfant, ça m'avait gavé. Et en fait, c'est revenu tellement souvent dans le texte, alors que j'avais lu les 150 premières pages où ça allait, tu vois. Et là, tout était hyper pédocriminel, hyper VSS, enfin violence sexiste et sexuelle, hyper dégueu. Et en fait, tout autour est très poétique, très intéressant, très tout ça, mais en fait, j'ai pas envie de lire le texte de cette personne, ça m'intéresse pas en fait du coup. Cette personne écrit des trucs dégueux, malgré qu'elle se soit entourée de poésie, ça reste des trucs dégueux en fait. Tu mets pas des fleurs sur un viol, ça le rend pas moins dégueu en fait. Donc bref, ça m'a saoulée, j'ai arrêté page 150 et je ne saurai jamais la fin de ce texte. Et c'est pas très grave, j'en trouverai d'autres qui seront écrits mieux sur la dépression du milieu ouvrier, dans un milieu gris et tout ce que j'aime. Et je trouverai ça chez quelqu'un d'autre, et puis c'est pas grave.
j'ai un autre autorise et puis c'est tout en fait. Bref, tout ça pour vous dire que mes lectures n'ont pas été folles ces derniers temps. Là, je vais recevoir un nouveau service presse des plumes de marmotte qui s'appelle Irish Coffee, donc voilà, que je vais lire bientôt. Je vais recevoir le livre de Malone Silence que j'ai trop hâte de lire parce que vraiment, enfin, je suis hyper honorée, il me l'offre, enfin, j'ai envie de le soutenir financièrement, j'ai pas l'argent en ce moment, du coup je peux pas, et du coup il me l'offre, enfin, j'ai rien demandé, je suis vraiment trop contente, j'ai hâte de le recevoir. J'ai aussi Wire 2 de Elodie H. Fredwell, j'avais lu le 1, je vous avais déjà fait une revue dessus, donc il faut que je le lise. J'ai commencé Queer Asia que j'ai acheté cet été en Écosse, qui est en anglais, qui est un ensemble d'articles sur la question queer en Asie, en anglais, donc je le lis pas très très vite j'avoue, mais je suis en train de lire ça en ce moment. Je vais recevoir un service presse des éditions Divergence aussi, donc là j'ai trop hâte parce que j'adore tout ce qu'ils publient. Et il y a un autre texte que je vais recevoir, non? Ou peut-être pas. Et après, ce sera mes lectures personnelles que je dois reprendre parce que je suis à la bourre sur ma pile à lire qui commence à dépasser le plafond. Donc il faut que je m'y mette activement. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo vous a plu parce que du coup c'était très pessimiste et j'en suis tellement désolée. Les vidéos lecture, revues lecture, je sais que c'est pas celles qui font le plus de vues mais j'aime beaucoup les faire. Donc voilà, je sais pas si ça vous plaît ou si ça plaît à une majorité de gens ou une minorité, etc. N'hésitez pas à mettre des commentaires en tout cas parce que l'algo YouTube est très énergivore. J'en parlais beaucoup avec Adoria qui est également une chaîne littérature et qui est une amie à moi dans la vraie vie avant les réseaux sociaux. Et en fait, on publie des vidéos qui des fois sont, on trouve, plus intéressantes que d'autres et qui font à peine 100 vues. Et des fois, tu publies un truc qui n'a aucun rapport et qui fait 500 vues. Et du coup, c'est très dur de lutter contre l'algorithme YouTube. Donc si vous avez l'énergie, l'envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou commenter ou partager mes vidéos. Ça m'aidera énormément à faire voir mes vidéos puisque l'algo ne le fait pas. Donc voilà, et s'il y a des choses qui vous plaisent pas dans les vidéos et que c'est peut-être pour ça qu'elles ne font pas de vues, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, je prends les critiques et je fais tout pour m'améliorer pour que mon envie de partager coïncide avec ce que vous avez envie de regarder également avec moi. Donc voilà, je vous rappelle, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la réduction mammaire, je vais faire une vidéo dans les semaines à venir, donc voilà, vous avez le droit aux questions indiscrètes, je ne suis pas du tout gênée par l'idée d'en parler. Donc voilà, n'hésitez pas et sinon on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!